Merci, Chérif Diop. Le ministre Samba Sy, le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Bonsoir, Pape Djibril. Bonsoir, Binta. Bonsoir, Alors, nous avons constaté, monsieur le ministre, depuis un certain temps, qu'il y a des licenciements dans certaines entreprises ou sociétés. On a vu ce qui s'est passé au King Fahd, Necotrans. Nous avons également reçu le secrétaire général de la CSA la dernière fois, qui nous a dit qu'il y a probabilité que d'autres licenciements aient lieu. Alors, que va faire le gouvernement pour quand même atténuer ces licenciements ou même les empêcher? Je voudrais vous remercier de ce temps d'intervention que vous m'octroyez. Et si vous l'autorisez, je voudrais avec vous indiquer le monde, désigner le monde dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un monde affecté par quelque chose qui s'appelle une pandémie. Vous êtes des spécialistes de la parole. Vous savez que dans pandémie, il y a à la fois pan et démos. C'est la totalité et l'entièreté. Et évidemment, le monde du travail s'en ressent, puisque selon une étude récente de l'Organisation internationale du travail, c'est l'équivalent d'à peu près 9% des heures de travail qui sont en fait bloquées du fait de la pandémie. En termes d'emplois directs, c'est 255 millions d'emplois directs pour 2020 qui ont été perdus à l'échelle du monde. Dans notre pays, comme vous l'avez dit, effectivement, la pandémie sévit aussi au niveau du monde du travail. Le président de la République nous a instruit, il y a peu, c'était le 17 février, de faire une enquête et de rendre compte de ce qui se passe effectivement, parce qu'il faut parler en sachant. Alors concrètement, qu'avons-nous trouvé au bout de nos investigations? Il y a, en termes de licenciement pour motif économique, 1236 travailleurs ont été licenciés pour motif économique. J'indique qu'il y a 16 527 autres qui sont frappés par le chômage technique. Voilà la réalité de nos entreprises. Cette enquête couvre la période du mois de mars 2020 au mois de février 2021. Alors, pourquoi est-ce qu'on en est là? La pandémie a étranglé le monde. Beaucoup de structures s'en sont ressenties. Et ça ne peut pas manquer, évidemment, d'impacter le monde du travail. Maintenant, que faisons-nous en tant que gouvernement? C'est la question que vous avez posée. Qu'avons-nous fait en tant que gouvernement? Nous avons, dès l'entame de cette pandémie, voyant venir, pris sous l'instruction de Monsieur le Président de la République, une ordonnance. C'est l'ordonnance première. Je voudrais insister sur le caractère premier. Le premier a une valeur non seulement cardinale, mais ça a aussi une valeur ordinale. Première mesure, première ordonnance prise par le Président de la République, on encadre le chômage technique, on proscrit le licenciement pour motif économique. Ça a duré 3 mois. Malheureusement, la pandémie ne s'est pas arrêtée. Du 2 mars 2020 à aujourd'hui, elle a encore cours, non seulement dans notre pays, mais à l'échelle du monde. Les avions ne voyagent plus comme avant. Les gens ne vont plus comme avant. Les hôtels s'en ressentent en termes d'hébergement et d'accueil. La restauration s'en ressent. Vous avez montré tout à l'heure un reportage qui nous montre une reprise, puisqu'il y a eu quelques réajustements qui ont été pris l'un dans l'autre, en dehors de l'accompagnement des entreprises, en dehors de la proscription pendant la durée de la loi d'habitation de tout licenciement pour motif économique. Il y a eu évidemment beaucoup d'efforts qui ont été faits et le dialogue social a prévalu pour essayer de limiter les dégâts. Mais des dégâts, il y en a. Mais est-ce que les dégâts pourront être limités quand même? Ils ont été limités. Imaginez un peu ce qui serait passé si le gouvernement n'avait pas pris, à la date du 8 avril, cette ordonnance-là qui interdit le licenciement pour motif économique, qui encadre le chômage technique. Parce que dans notre législation du travail, quand vous êtes mis au chômage technique, bon, le patron, c'est lui qui voit ce qu'il peut faire. Il n'est pas indiqué les montants qui devraient vous être alloués. Il a fallu évidemment que le président de la République prenne la décision de dire si un employeur met en chômage technique un travailleur, il faut qu'il lui paie au moins l'équivalent de 70% de son salaire. Je dois profiter de l'occasion que vous me fournissez, madame, pour saluer la qualité de notre dialogue social, saluer l'intelligence qu'il y a eu entre les employeurs et les employés, qui nous ont permis de limiter, comme vous l'avez dit, les dégâts. Mais est-ce qu'il n'était pas plus préférable
pour ce qui s'est passé au King Fahd Palace, que l'État puisse accompagner les travailleurs, pourquoi pas pour un départ négocié en lieu et place du licenciement? Je voudrais m'en tenir simplement au plan des principes pour ne pas verser dans des choses que nous sommes en train d'essayer de traiter. L'accompagnement, vous savez bien qu'il y a eu lieu et il va continuer. Un ensemble d'efforts ont été faits pour les secteurs particulièrement affectés, dont le secteur de l'hôtellerie et du tourisme. Ça a été fait et ça va continuer, puisque c'est impératif, c'est l'un des vecteurs du monde du travail dans notre pays. C'est important en termes d'emploi. Et ça a un effet d'entraînement, évidemment, qu'il ne faut pas négliger. Est-ce que cet accompagnement a été conséquent, monsieur le ministre? Il est conséquent. Tout est évidemment une question de proportion. Vous le savez bien, puisque vous l'avez couvert. Quand la pandémie a sévi, un montant important consistant, c'est un chiffre qui parle, 1000 milliards ont été dégagés. Mais ces 1000 milliards, ce n'est pas simplement forcément de l'argent, disons, cash qui a été octroyé à X ou Y, mais c'est en termes également de remise d'impôts, en termes finalement de report de fiscalité à verser, en termes de mesures pour permettre aux employeurs de souffler. Parce que les périodes sont des périodes difficiles. Alors derrière, est-ce qu'il y a une police qui permet de veiller à ce que les employeurs qui ont eu à bénéficier de ces mesures généreuses de l'État puissent aussi, de l'autre côté, faire face à ces licenciements probables? Je voudrais saluer, à la faveur de votre question, l'administration du travail. Les inspectrices, les inspecteurs, les contrôleurs du travail. Ils font un travail exceptionnel. Avec des moyens limités. Des moyens qui sont, ce que nous savons, sont les moyens du pays. Ce sont des citoyens sénégalais engagés, consciencieux. Ils ont fait, en dépit de la pandémie, pour 2020, plus de 2600 contrôles. Ils ont été dépêchés pour plus de 525 missions spéciales, malgré le contexte d'épidémie dans lequel nous sommes. En l'état, vous le savez, on apprend toujours des crises. Notre législation du travail nous enferme dans un corset. Le problème de la démocratie, M. Fall, c'est que beaucoup de personnes parlent, on parle abondamment, c'est bien la libération de la parole. Le travers de la démocratie, c'est que parfois on parle de manière intempestive, sans toujours s'entourer du minimum de précautions qui permettrait de savoir ce dont on parle. Et on juge les gens de manière combinatoire. Est-ce que vous pensez qu'un contrôleur du travail, qu'un inspecteur du travail, que le ministère du Travail, que le président de la République peuvent regarder de gaieté de cœur un travailleur perdre son emploi? Comme si nous n'étions pas tous des travailleurs. Celui qui vous parle, par exemple, tout ministre du Travail qui est n'a pas commencé par être ministre du Travail. C'est un parcours. C'est un enseignant qui vous parle. C'est un militant syndical qui vous parle. C'est un citoyen sénégalais qui vous parle, qui sait ce que veut dire avoir faim. Être dans l'impossibilité de satisfaire ses besoins. Nous savons ce que vaut l'emploi et le travail. Voilà pourquoi des mesures ont été prises. Oui, le problème voilà pourquoi, objectivement, également, il faut regarder, on dit en Wolof que ce ne sont pas les yeux qui portent la charge, mais elles savent bien ce que la tête peut supporter. Le président de la République avait quand même annoncé les couleurs pour la deuxième vague. Économiquement parlant, le Sénégal ne pourrait pas tenir. Est-ce qu'on ne tend pas tout droit vers encore une catastrophe sociale au vu des licenciements qui vont suivre? Le Sénégal tient. Nous ne sommes pas en récession. Vous connaissez les chiffres. Nous n'avons pas fait les scores habituels que nous avons fait ces dernières années de 6%. Nous sommes à 1 point poussière. Nous ne sommes pas en récession 1. 2, jusqu'à présent, bon an, mal an, tout de même, les salaires sont versés au niveau du secteur public. Au niveau du privé, il y a des problèmes ça et là, mais les entreprises tournent. Il est vrai que les gens ont beaucoup souffert. La nature de notre économie fait que l'écrasante majorité des travailleurs sénégalais ne sont pas dans le champ du formel. Ce sont des gens qui besognent le jour pour avoir de quoi dîner le soir. Quand la vie se contracte, que le mouvement est retenu, qu'on ne peut plus aller et venir, et qu'on est obligé de se coucher très tôt, il y a effectivement de la souffrance et de la peine. Mais notre pays demeure debout. Notre pays est en train d'inventer des solutions pour s'en sortir. Et ce que nous devons faire maintenant, quelle est la responsabilité de tout le monde? Je ne dis pas seulement du gouvernement, c'est d'essayer d'entretenir le dialogue, de travailler à trouver les meilleures solutions pour sortir de ces difficultés qui ne sont pas des difficultés dues simplement, disons, à une manière d'être au Sénégal,
mais c'est des choses qui nous sont tombées justement, dessus. le président a annoncé 350 milliards de francs CFA pour financer le projet des jeunes. Est-ce qu'il y a une part réservée, par exemple, pour soutenir les emplois déjà existants pour les entreprises qui seraient impactées par la Covid? Entendons-nous bien, on parle de 350 milliards, c'est sur 3 ans. Hein? Oui. C'est 150 milliards de plus par rapport à ce qui est déjà fait. N'oublions pas que la veine qui a irrigué la politique du président de la République jusque-là, c'est la volonté de faire de sorte qu'il y ait du travail, de l'emploi, et pour les femmes et pour les jeunes. Maintenant, à la faveur de la crise que nous avons vécue, le président veut faire plus, il veut faire mieux, et nous avons inventé. Vous dites, est-ce qu'il va y avoir quelque chose pour les travailleurs? Je voudrais insister sur les emplois qui existent déjà. Ne pas d'ailleurs verser dans l'effet d'annonce, mais demain déjà, nous allons avec le ministre du Tourisme, n'est-ce pas, et des Transports aériens, avoir à avancer dans des montants qui vont être mis à la disposition du secteur de l'hôtellerie de notre pays. Parce que, comme je l'avais dit, c'est un secteur important. Donc, l'effort qui a été fait va continuer à être fait, et ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'il faut faire maintenant d'original pour prendre à bras le corps le problème dirigement de notre jeunesse. Monsieur le ministre, vous l'avez dit tout à l'heure, que les crises aussi ont pour spécificité, caractéristique, de mettre la lumière, le curseur sur des choses peut-être qui ont été remises au lendemain ou bien qui n'ont pas été bien réalisées. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui avec cette pandémie, vous en tant que ministre en charge du travail? De cette pandémie, nous avons, je pense, pu tirer quelques leçons. Une première leçon, c'est qu'il nous faut dépoussiérer notre législation du travail. Nous avons vu qu'en termes de législation par rapport à l'encadrement du chômage technique, nous devons faire mieux. Nous avons constaté que pour ce qui est des innovations majeures qui vont de plus en plus rythmer notre existence, il y a à faire, c'est le télétravail. Il nous faut trouver quelque chose et le dire là-dedans. Nous sommes en train de réfléchir et de discuter. Nous croyons qu'objectivement, il faut davantage doter d'instruments juridiques les inspecteurs du travail. Ceux-là que l'on juge sans savoir que la loi les enferme dans un champ particulier. J'ai parlé tout à l'heure des personnes qui étaient licenciées. J'aurais pu ajouter que par rapport au délégué du personnel ou l'inspecteur du travail, le contrôleur à voix au chapitre, nous avons reçu des demandes de licenciement. Mais pour avoir un ratio, sachez que sur les 60 demandes reçues dans la période que j'ai indiquée tout à l'heure, 52 ont été refusées parce qu'il était possible de refuser. Alors, est-ce qu'il ne faut pas, dans notre pays, faire un effort pour davantage, disons, doter d'une armature juridique l'inspecteur du travail, non pas pour qu'il tombe à bras raccourcis sur l'employeur, parce qu'il faut être équilibré, essayer de trancher, mais trancher pour le bien du pays. Mais je pense que s'il était davantage doté, ça pourrait évidemment apporter un mieux-être dans la vie économique de notre pays. L'un dans l'autre, des crises, on apprend et nous avons beaucoup appris. Oui, Binta, c'est le secteur informel en fait. C'est-à-dire, quid maintenant du secteur informel? Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour le secteur informel? Ce que nous sommes en train de faire, et qui n'est pas simple, c'est d'emploi. d'essayer d'agir de sorte que le secteur informel se formalise. Formaliser le secteur informel, c'est faire de sorte que celui-là qui est aujourd'hui jeune et qui travaille, sache que le temps va passer et que demain, il ne sera plus en mesure d'abattre les mêmes efforts et que le moment, disons, du retrait de la vie active venu, il aurait été bien en ce moment-là qu'il ait ce qu'on appelle une retraite. Il faudrait que nous accompagnions le secteur informel de sorte à ce que, si évidemment une maladie survient, qu'il y ait une prise en charge. Nous sommes en train donc d'y travailler, ce n'est pas simple. C'est une question de culture, c'est une question, disons, de redressement des mentalités, mais nous avons bon espoir que là aussi, il faut qu'on avance. Si nous voulons que notre pays progresse, il faut de l'emploi décent, il faut de l'emploi formalisé, il faut plus de cotisations au niveau des institutions sociales, il faut davantage de protection pour les travailleurs. En tout cas, Monsieur le ministre, vous gérez également le dialogue social. Et on a quand même entendu ces temps-ci beaucoup de syndicats d'enseignants encore annoncer des grèves. Ça veut dire que c'est le front syndical qui va être encore en ébullition. Alors, Comment amorcer la bombe? Amorcer, désamorcer la bombe de la désamorcer, oui. Nous ne parlerons pas de bombe, évitons ce genre de mots. Que des acteurs sociaux, que des syndicalistes
déposent des préavis de grève, disent que sur tel et tel rapport, il y a problème, nous pensons que c'est sain et que ce n'est pas une mauvaise chose. Je voudrais saluer mes collègues enseignants pour leur attitude durant toute cette année. Je ne parle pas seulement de la compréhension qu'ils ont du passage dans lequel nous sommes, je parle de la majesté avec laquelle ils ont tenu les classes, instruit nos enfants dans les conditions que nous connaissons. Nous ne sommes pas autre chose que des Sénégalais, et avec les enseignants, avec le personnel sanitaire également que je salue, avec tous les autres segments de la vie nationale, nous allons continuer à dialoguer, à discuter, et nous trouverons des solutions à hauteur d'homme, ça veut dire de bon sens. Oui, c'est ce qu'ils ont dit, c'est ce dialogue qui manque. Ils ont toujours dit. Les instructions ne sont pas satisfaites, exécutées. Que l'homme soit un éternel insatisfait, cela se comprend. Qu'il y ait des choses qui n'ont pas été faites, j'ai presque envie de dire, heureusement, parce que ça veut dire qu'il y a de la vie. Qu'il y ait des choses déjà effectuées et faites. Si vous faites un petit effort d'investigation, vous verrez que c'est fait. Mais en règle générale, et ça c'est le propre de l'humain, tout ce qui a été fait cesse d'exister. Ce qui compte pour nous, c'est l'ailleurs, ce que nous visons. C'est humain et c'est important, c'est ça qui nous permet de nous hisser. Mais évidemment, ça, nous le ferons en ayant l'intelligence du contexte, en discutant et en voyant le meilleur. Et je pense que le dialogue n'est pas hors notre champ territorial. Ce ministère-là s'appelle ministère du Travail, mais également du dialogue social. Nous avons une institution également qui simplement, n'est-ce pas, est dans notre département ministériel et dont la charge est de promouvoir le dialogue social. Non, on ne peut pas dire que nous sommes parents pauvres en matière de dialogue dans le pays. Alors, vous êtes également, monsieur le ministre, un homme politique, vous êtes du PIT, vous avez vu ce qui s'est passé dans ce pays, il y a eu une explosion de colère, il y a eu mort d'hommes, il y a eu une affaire privée qui a suscité beaucoup de passion. L'opposition est en train de s'organiser pour faire face à ce qu'elle appelle le monstre. Pour cette opposition-là, c'est Macky Sall qui est en train de vouloir éliminer les adversaires politiques. Quelle est votre lecture par rapport à ce qui s'est passé? Si vous voulez que je vous donne mon point de vue sur cette question-là, je voudrais vous dire que l'acteur politique que je suis, qui n'est pas un homme politique improvisé, puisque je suis dans ce champ-là depuis un peu plus de temps que certains d'entre nous l'ont vécu, autour de cette table à tout le moins. Un engagement de raison qui a fait que j'ai beaucoup marché, j'ai beaucoup en fait écrit, j'ai beaucoup agi, j'ai fait beaucoup de choses avec mes camarades de parti. Mais rarement, en dépit de la dureté des temps, nous avons eu à vivre ce que nous avons vécu dernièrement. J'en parle en tant que Sénégalais, en tant que père de famille, en tant qu'enseignant. J'en parle en tant que ministre de la République. Je dis toute ma consternation, toute ma peine, toute ma douleur de voir cette grosse balafre apportée à notre pays. Vous avez relaté les faits, je ne reviendrai pas là-dessus. Je pense que notre pays ne mérite pas cela. Et évidemment, il y a là une responsabilité collective. Est-ce qu'on aurait pu éviter? Je pense que ce débat-là, il est articulé autour, disons, simplement de la réflexion suivante à faire. J'ai entendu certains compatriotes tomber à bras raccourcis sur un des piliers de la République. C'est lequel? C'est le pilier justice. On peut trouver à redire sur la justice. C'est pas nouveau. Hein. Mais ce débat sur la justice. Oui, comme vous avez beaucoup marché. Mais malgré tout, oui, on ne peut pas faire sans la justice. Oui. Parce que si on dit qu'on ne croit plus en la justice de son pays, si on dit qu'on ne répond plus à la justice de son pays, si on l'écarte, on l'écrase, ce qui reste, c'est alors le fait de régler nos problèmes entre nous. Et dans ce cas-là, ce sera... Cette même justice qui demande son indépendance quand même, monsieur le ministre. Je dis, bon, vous savez, madame... Et tout pouvoir a besoin de contre-pouvoir. Toute catégorie, toute globalisation est abusive. Vous dites, la justice demande son indépendance. Oui. Je pense qu'il faut que nous évitions les raccourcis. Il faut réfléchir à ce qui se dit. Il faut regarder ce qui se fait. Il faut éviter, en fait, les globalisations trop rapides. Elle a cité l'Union des magistrats du Sénégal, à travers son secrétaire général. J'ai entendu d'autres sons de cloche. Qu'il y ait une volonté, une vérité. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez, hein, vous êtes des journalistes. Je fais partie de ceux qui estiment que, comme vous l'avez dit, que tout pouvoir a besoin d'un contre-pouvoir.
tout pouvoir, hein, y compris ce quatrième-là. Non constitutionnel. Dans lequel il y a à boire et à manger. Absolument. Vous avez une responsabilité qui est grosse, vous le savez mieux que moi, parce que les paroles publiques que vous libérez peuvent provoquer beaucoup de choses. Il en est ainsi pour l'exécutif, il en est ainsi du judiciaire, et je ne sais pas trop, que voulons-nous? Une république des juges? Non. Non. Nous ne voulons pas d'un exécutif qui écrase le système judiciaire ou qui écrase le législatif. Ni une hypertrophie. Nous ne voulons pas non plus d'un pays où il n'y aurait pas de justice. Il nous faut donc travailler à améliorer l'existant, mais il nous faut respecter les institutions. Mais qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la justice? C'est appliquer les conclusions des assises nationales? Si je ne voulais pas trop vous charger, je vous demanderais de me dire ce que les assises nationales ont eu à dire en la matière, parce que là aussi, on est en face... Par exemple, l'engagement phare du chef de l'État qui disait qu'une fois au pouvoir, le candidat disait qu'il allait sortir justement du Haut Conseil, le Conseil supérieur de la magistrature. Vous êtes sûr que... Oui, le candidat Macky Sall. Le candidat Macky Sall a dit ça. J'aimerais bien que vous me ressortiez ça quand vous le pourrez. Non, vous dites il l'a dit. Je dis vous me le ressortez parce que si vous aviez suivi un peu cette campagne-là qui a été faite à l'époque, vous vous rappelez la manière dont le candidat Macky Sall est venu aux assises nationales. De la signature, mais sous réserve d'un certain nombre de conclusions. Oh, mais ce n'est pas ça le principal. La question que je pose, c'est la question de savoir que va devenir notre pays si l'on dit qu'on n'admet pas que les juges jugent que proposent son. Parce mais que, personne n'a dit ça. Si je l'entends, ça veut dire que... De qui? De plusieurs personnes. Qui? Quand vous dites que vous ne faites pas confiance à la justice de votre pays, quand vous avez des actes d'irrévérence en direction de cette justice-là, quand vous, en fait, vous conspiez cette justice, vous dites, au fond, qu'elle ne doit pas jouer son rôle. Le dire, dis-je, c'est dire que nous devons régler nos problèmes autrement. Or, il n'est pas interdit aussi d'alerter. Il n'est pas interdit d'alerter. Non, je n'ai jamais dit qu'il était interdit d'alerter. De contester, comme vous savez, comme vous avez eu à le faire. Le Conseil constitutionnel a été tellement contesté dans ce pays, remis en cause dans ce pays, franchement. Mais, il faut tout revoir. Mais ceux qui ont agi jusque-là ont toujours accepté d'aller répondre à la justice de leur pays. Encore une fois, si nous voulons vivre ensemble, sans qu'il n'y ait des règles qui nous permettent de trancher nos différends, ça va être le règne de l'anomie sociale. Une société ne peut pas exister et rester en fait viable s'il n'y a pas des instruments de mesure. Sans justice équitable. Il faut essayer de tout revoir peut-être. Madame, je pense qu'il faut travailler à améliorer constamment ce qui existe. Vous dites il faut tout revoir. Vous savez, depuis, avant que je n'accède à ce poste-là et que nous étions dans une posture d'opposition et d'opposants, il m'est arrivé de venir très souvent discuter chez vous et ailleurs dans certaines choses et donner mon point de vue. Ça se fait aujourd'hui encore mieux que cela. Vous savez que c'est un avantage comparatif que nous avons par rapport à d'autres. Vous pouvez venir dire tout et son contraire au micro de Binta Diallo, rentrer tranquillement chez vous. C'est une chance, c'est un trésor qu'il faut préserver. Absolument. Quand on vit dans ce genre de pays-là, je ne comprends pas qu'on puisse utiliser des notions telles que dictature et dictateur. Vous ne pouvez pas être devant une télévision, dire que votre président de la République est un dictateur, rentrer tranquillement dîner et le lendemain vous mettre à flâner. Très bien. En régime de dictature, ça ne marche pas comme cela et c'est le bon sens qu'il montre. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, madame. Merci, Pape Djibril. Merci d'avoir suivi et à demain.